Cette réunion est organisée par le groupe de travail Victimes innocentes à Crimalt. Ce groupe de travail est dirigé par Jolan, qui va prendre bientôt le lead sur cette réunion. Pardon, il va bientôt devenir l'animateur de cette réunion. On va pas parler anglais quand même. Les Anglais ne sont même plus voilà, dans l'Union européenne. Et vous m'avez, c'est bien, il y a quelqu'un qui a dit qu'on pouvait enregistrer. Super. Merci pour avoir enregistré, Jolan, j'imagine. Et cette réunion va s'organiser autour d'Eva, qui a été en stage chez nous à Crimalt et qui va le rester pendant 2-3 mois. Elle est juriste. Elle a écrit un super mémoire sur l'usage social des biens confisqués entre la France et l'Italie. Si vous avez besoin, que vous ne l'avez pas eu à disposition, nous pouvons vous le mettre à disposition. Elle va parler 45 minutes. Nous allons enregistrer les 45 minutes pendant laquelle elle parle et le bref moment introductif. Nous interromprons l'enregistrement au moment des débats pour que vous soyez bien libre de poser les questions que vous voulez. Parce que les 45 minutes ensuite seront mis à disposition sur YouTube et seule la formation d'Eva sera à disposition. C'est pourquoi pendant les 45 minutes, je vous propose de bien couper vos micros, de ne pas poser de questions, vous prenez bien des notes et vous pourrez poser toutes les questions que vous pourrez à l'issue de ces 45 minutes. Il nous reste en tant que Crimalt à remercier tous nos partenaires en Italie qui nous ont tout appris. Donc bien sûr, je voudrais saluer Libera, à qui on doit beaucoup sur ce plaidoyer victime innocente, mais aussi Umberto Santino, le Centro Impastato, qui a travaillé sur l'histoire des victimes innocentes depuis très longtemps. Et enfin, si vous le voyez, le Comitato d'Ondiana, notre partenaire historique en Erasmus, et avec qui on a fait le dernier Erasmus autour de la commémoration de Dom Pepe Diana. Donc, un grande grazie a tutti gli attori italiani dell'antimafia, soprattutto Libera, ovviamente, il Centro Impastato et il Comitato Dom Pepe Diana. Je passe tout de suite la parole à Jolan qui présente un peu cette session. Merci à tous. Bonjour à tous, donc Jolan Zaparti, moi je suis à Marseille journaliste et donc on a créé récemment avec Crimalt un groupe dédié à la question de l'accompagnement des victimes. Et donc cette première réunion animée par Eva Sonville sera dédiée donc à la présentation du modèle italien sur le statut de victime de la mafia en Italie et leur accompagnement par la justice. Sachant qu'une prochaine réunion sera dédiée à l'accompagnement des victimes en France, qui se tiendra a priori en février. Voilà, donc tu as déjà un peu tout dit, hein, Fabrice, ça va durer 45 minutes et puis après on aura un temps d'échange d'une durée équivalente. Et donc Eva, je te laisse la parole. Bonjour à tous, merci d'être présents à cette réunion. Donc, comme l'a dit Jolane, je suis juriste franco-italienne et j'ai travaillé sur cette question-là. Donc, je vais partager tout de suite mon écran. Comme ça, vous pouvez voir mon PowerPoint. Partager. Voilà. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Super. Oui. Alors voilà. Avant toute chose, pour préparer cette réunion, j'ai eu l'occasion de faire quelques entretiens avec des personnes italiennes plus ou moins, disons, proches de victimes ou elles-mêmes victimes. Le premier entretien, c'était avec Franco Latore, qui est fils du député Pio Latore, assassiné par Cosa Nostra en 82. C'est à Pio Latore qu'on doit la loi qui a introduit le délit d'association de type mafieux en Italie dans le code pénal italien. On lui doit également l'étendue des mesures de confiscation du patrimoine mafieux. J'ai eu également l'occasion de m'entretenir avec Enrico Tedesco et Tiziana Piccella de la Fondation Police en Italie. En compagnie. C'est une fondation qui est financée en partie par la région de Campanie où se trouvent donc Naples et la Camorra. Et c'est une fondation qui a vocation voilà, à accompagner les victimes et les familles des victimes et également à s'occuper de biens confisqués. Ensuite, j'ai eu l'occasion également de m'entretenir avec Raffaele Sardo, qui est journaliste et auteur
de nombreuses histoires sur les victimes de la mafia. Il est allé à la rencontre de nombreuses familles et m'a raconté voilà, à quel point, enfin, son expérience personnelle en tant que journaliste. Et lui-même a perdu un ami à cause de la mafia. Et enfin, Daniela Marcone, qui est référente nationale de Libera pour la mémoire, elle-même fille de Francesca Marcone, directeur de l'office de registre de Foggia, qui a été assassiné par la mafia en 1995. Donc ça, c'était un petit peu le contexte de mes recherches. Elles ont nourri enfin, aussi voilà, l'appréciation que je pouvais en avoir d'un point de vue concret de l'application de la loi, comment ça se passe dans les faits. Donc c'était très intéressant et c'était pour introduire un petit peu cette réunion. On commence tout de suite par une définition qui est issue du droit de l'Union européenne, puisque ça a influencé en partie le droit italien. On a une définition de la notion de victime dans l'Union européenne qui est une définition générale, qui s'applique à toutes les victimes et que l'on trouve dans la décision cadre de 2001 et puis ensuite dans la directive de 2012 et qui fait référence à toute personne ayant subi un préjudice moral, physique, matériel ou mental. Alors, j'ai juste une petite question. Est-ce que vous voyez la barre latérale avec tous les visages ou pas? Vous voyez que mon écran? Ouais, Moi, je ne vois que on ton voit la écran. barre, ouais. On voit Bon, la barre. super. Ouais, Non, on j'avais voit juste un ta petit doute. tête on voit la tête de celui qui parle et l'écran. Donc c'est bon. Ok, super. Merci. Et donc, cette définition a été étendue à tous les membres de la famille des victimes décédées. Donc, c'est ce qu'on appelle plus communément les victimes indirectes ou les victimes par ricochet. Et par la suite, en 2004, l'Union européenne a imposé une obligation aux États membres de prévoir une indemnisation qui soit juste et appropriée pour toutes les victimes de crimes intentionnels violents. Donc, cette définition générale se différencie d'une définition qui est plus spécifique en Italie et elle est spécifique aux victimes de la criminalité organisée de type mafieux. En Italie, une victime de la mafia, c'est une personne qui est blessée ou décédée à cause d'actes criminels commis par des organisations mafieuses. Donc l'organisation mafieuse telle qu'elle est définie dans l'article 416 bis du Code pénal italien, c'est une organisation qui utilise la force d'intimidation du lien associatif et la condition de soumission et d'omerta pour commettre des actions illégales. Cela inclut également toutes les victimes qui ont prêté assistance ou qui ont participé dans des opérations de prévention ou de répression de ces crimes. Une autre définition qu'il est important de garder à l'esprit pour comprendre la législation italienne à ce propos, c'est la définition de la victime du devoir. La victime du devoir, c'est une catégorie très large de victimes, mais qui comprend tous les fonctionnaires puisque ça comprend également les personnes qui ont été, les fonctionnaires qui ont été intoxiqués à l'amiante dans l'exercice de leurs fonctions. Mais en général, c'est donc toutes les forces de l'ordre, les magistrats qui ont subi un décès ou une invalidité permanente dans l'exercice de leurs fonctions, par exemple dans la lutte contre la criminalité. Et il y a une superposition qui peut être effectuée entre la notion de victime du devoir et celle de victime de la criminalité organisée, lorsque, par exemple, un magistrat est assassiné par la mafia. Dans ce cas-là, la législation qui s'applique, c'est la législation sur les victimes de la mafia et non la législation réservée aux victimes du devoir. Puisque j'aurai l'occasion également de le rappeler, mais la législation des victimes, pour les victimes du devoir est moins protectrice, accorde moins d'avantages que la législation sur les victimes de la criminalité organisée. Donc c'est un point de la législation enfin, un point du dispositif italien qui amène à réfléchir et à se poser des questions sur le traitement différencié de ces différentes catégories de victimes. Une autre définition de victime qui peut être intéressante à mettre en perspective avec la notion, enfin, la définition législative, c'est la définition de victime innocente selon Libera. Donc Libera, comme l'a rappelé Fabrice, est une organisation qui milite pour la mémoire et l'engagement. C'est un petit peu la seule, en tout cas c'est une des premières à employer le terme de victime innocente.
En fait, ce terme d'innocence, on ne le retrouve pas dans la législation italienne, bien qu'après, comme j'aurai l'occasion de le démontrer, dans les conditions d'accès au statut de victime, il y a quand même un critère d'innocence. Mais le terme innocence n'apparaît pas. La définition, comment est-ce que Libera détermine qui est une victime innocente, qui ne l'est pas, c'est une reconnaissance qui est basée sur deux critères. Le premier étant l'innocence de la victime, hein, la voix de soi, qui est présumée jusqu'à preuve du contraire. Donc il faut que la victime soit totalement étrangère aux dynamiques criminelles mafieuses et elle est présumée jusqu'à preuve du contraire, ce qui signifie que si plus tard il apparaît, enfin de nouveaux faits émergent et il apparaît que la victime en question était liée à la mafia d'une manière ou d'une autre, son nom pourra être retiré de la liste des victimes innocentes. Un deuxième critère qu'il est important de rappeler, c'est bien évidemment le lien qu'il doit y avoir entre le décès et les activités mafieuses. Ce lien peut être direct ou indirect. Donc le décès doit avoir été causé par un crime de type mafieux commis par une organisation mafieuse. Libera, depuis 1996, organise chaque année donc une journée pour honorer la mémoire des victimes de la mafia, et chaque année, elle énumère la liste de toutes les victimes innocentes. Donc c'est une liste qui s'est enrichie au fil des années. Et en parlant avec des familles de victimes et avec le journaliste Raffaele Sardo, il me racontait à quel point cette journée est importante pour les familles des victimes et à quel point elle permet de ne pas faire tomber dans l'oubli certains noms, euh, des victimes qui seraient peut-être un petit peu moins connues que d'autres et qui, par la force des choses, finiraient par tomber dans l'oubli si personne ne prononçait leur nom. C'est le cas, par exemple, de la femme de Giovanni Falcone. On rappelle souvent que Giovanni Falcone, il a été assassiné par la mafia en 92, mais on peine à rappeler le nom de sa femme, Francesca Murvillo. Elle a été assassinée en même temps que lui. Et c'est le cas aussi du chef d'escorte qui accompagnait Giovanni Falcone. Et c'est d'ailleurs la mère d'Antonio Montinaro, ce chef d'escorte, qui a, disons, incité à créer cette liste. Donc l'approche de Lib, c'est vraiment une approche qui est basée sur une analyse qui est contextuelle, historique et documentaire, et qui se détache un petit peu de la simple reconnaissance bureaucratique et juridique que pourrait avoir l'État italien, ce qui implique aussi que la liste soit différente. C'est-à-dire que la liste des victimes innocentes selon Libera est plus étendue que celle officiellement reconnue par l'État italien. Par exemple, dans la liste de Libera, il y a le petit Coco, un petit garçon de 3 ans qui se trouvait dans la voiture de son grand-père et de la copine de son grand-père lorsque celle-ci a été criblée de balles. Et il est mort sur le coup. Les mafieux ne l'ayant pas épargné. Son grand-père était mafieux. Bien évidemment, pour l'État italien, il ne peut pas bénéficier du statut de victime. Enfin, en tout cas, sa famille ne peut pas bénéficier de toutes les prestations que l'on verra après, car il était petit-fils d'un mafieux. Pour Libera, évidemment, c'est une victime innocente de la mafia. Libera, en faisant cette distinction, vraiment, le mot innocent, il est important pour vraiment marquer une dissociation, une différenciation, et ne pas avoir d'ambiguïté avec des figures qui pourraient avoir un passé criminel. C'est un mot qui est important pour éviter de faire des martyrs de la mafia. Donc, elle prône, Libera prône un droit au non et un droit à la vérité. Selon cette organisation, 80% des familles des victimes n'ont jamais de satisfaction judiciaire. La vérité n'est jamais établie par une décision de justice. Et pour certaines familles, le fait d'avoir un auteur qui est condamné, c'est quand même une satisfaction que qui apporte une certaine quiétude, en tout cas un certain poids en moins que pour les victimes, enfin les familles des victimes qui n'ont jamais eu de réponse judiciaire et qui n'ont jamais pu confronter l'auteur du crime. Donc c'est important aussi cette reconstruction des histoires et des récits de ces personnes qui sont décédées à cause de la mafia.
L'étude minutieuse de ces noms passe par une analyse approfondie qui est donc confiée à un groupe de 6 experts au sein de Libera avant d'être soumis à la présidence. Parmi eux, on a Daniela Marcone, qui donc, est la fille de Francesco Marcone, et Yolanda Napolitano, qui sont deux figures majeures du secteur mémoire. Donc il y a vraiment une recherche des récits oubliés, y compris à l'étranger. Libera sont en contact avec les desaparecidos argentins. Il y a vraiment voilà, ils ont un réseau d'associations également à l'étranger. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Je vais parler tout d'abord des prestations sociales qui peuvent être accordées aux victimes et à leurs familles, et enfin ensuite, à l'indemnisation des familles des victimes dans le cadre d'un procès pénal ou civil, et donc l'accès à un fonds d'indemnisation. Avant tout, les prestations sociales. Donc, pour introduire un petit peu le cadre législatif, on a une première législation en 1980 qui va en fait prévoir des prestations en faveur des victimes et des familles de victimes du terrorisme en Italie. C'est une législation qui est particulière au contexte italien. On est dans les années de plomb. Il y a l'attentat de la gare de Bologne, 85 morts, un des attentats les plus meurtriers des années de plomb. Et donc, on a les besoins, l'État a besoin de répondre à ces familles des victimes du terrorisme. Donc, naît une première législation de prise en charge des victimes du terrorisme. Et ce n'est que 10 ans après que naît la législation sur les victimes de la mafia, où elles viennent être assimilées aux victimes du terrorisme. Assimilées, mais pas totalement, puisque les victimes du terrorisme restent quand même prises en charge de manière plus importante. Elles ont plus de prestations que les victimes de la mafia. Par exemple, les victimes du terrorisme, enfin les familles des victimes du terrorisme, ont le droit à 10 annuités de pension de retraite supplémentaires. Un droit qui n'est pas accordé aux autres catégories de victimes. Donc ça, c'est déjà un premier point, c'est qu'il y a quand même une différenciation entre les catégories de victimes. Et c'est important aussi de l'avoir à l'esprit quand on parle de la législation italienne. Les avantages économiques qui sont donc accordés aux victimes de la mafia et à leurs familles, on a d'abord une allocation spéciale qui s'élève à 200 000 euros jusqu'à 200 000 euros par victime décédée, et une allocation pour les victimes blessées qui s'élève à 2 000 euros par point de pourcentage d'invalidité permanente. Ensuite, on a une allocation viagère de 500 euros par mois et qui est donc accordée aux victimes et aux familles des victimes qui seraient atteintes d'une invalidité de travail, d'une incapacité de travail d'au moins 25%. Donc ça vient compenser en fait la perte de revenus qui est conséquente à l'invalidité. Et enfin, une allocation spéciale viagère, là aussi qui est réservée donc, aux personnes atteintes d'une incapacité permanente d'au moins 25% et qui s'élève à 1 033 euros par mois. À cela s'ajoutent également 2 annuités de pension, pour les survivants qui ont le droit à une pension de réversion. À cela s'ajoutent des avantages non économiques, je les appelle non économiques dans le sens où ils ne consistent pas au versement d'une somme d'argent. On a tout d'abord le recrutement prioritaire pour les proches survivants, dans des recrutements dans la fonction publique. Là encore, c'est une mesure qui vise un petit peu à compenser la perte de revenus. Enfin, souvent, dans beaucoup de cas, la personne qui est assassinée, c'est la principale personne qui rapporte, qui est une source de revenus de la famille. Donc, c'est souvent le chef de famille. Et il y a beaucoup de familles qui sont tombées en disgrâce après ça, la femme ne travaillant pas, ayant des enfants à charge, c'était très compliqué économiquement. Donc, ça vise aussi à faciliter l'emploi des familles des victimes. On a ensuite l'exemption des frais médicaux, l'exemption du paiement de tickets de santé, donc c'est notre équivalent de la contribution à la sécurité sociale. Ensuite, une assistance psychologique, donc une aide psychologique prise en charge par des structures spécialisées. Par exemple, en Campanie, la Fondation Police a un partenariat avec l'Ordre des psychologues de la région et donc prend en charge économiquement ce suivi psychologique, y compris pour les thérapies longues. Parce qu'on comprend bien que la perte d'un membre de cette manière est particulièrement violente et traumatisante, et donc il y a un besoin aussi d'assistance et d'écoute psychologique.
Et enfin, la législation prévoit également l'octroi de bourses d'études pour les enfants et les survivants des victimes de la mafia. Ces bourses d'études, là encore, elles ne sont réservées que aux victimes du devoir, aux victimes de la mafia, aux victimes du crime organisé, enfin du terrorisme, excusez-moi. Elles ne sont pas octroyées aux victimes, par exemple, enfin aux enfants de personnes qui auraient été assassinées par une personne non mafieuse. Ce qui fait qu'en fonction de si votre père a été tué par un mafieux ou non, eh bien, vous n'aurez pas forcément les mêmes droits, les mêmes prestations. C'est un petit peu compliqué de parler de droit parce que ça n'offre pas de prétention juridique, c'est-à-dire que enfin, ce sont pas véritablement des droits. Et c'est pour ça que la législation les appelle des bénéfices et non des droits. C'est parce que les personnes ne peuvent pas agir en justice pour les faire valoir. C'est quelque chose qui est octroyé lorsqu'on obtient le statut de victime. Et en parlant de statut de victime, il y a une procédure pour l'obtenir, une procédure qui est bureaucratique, qui est administrative et qui est peut-être qui est assez rigide, hein, qui répond à des critères très stricts. Donc, ce sont tous ces avantages dont je viens de parler sont cumulables entre eux, mais nécessitent, comme je viens de le dire, la reconnaissance préalable du statut de victime de la mafia. Une première condition, c'est que le fait criminel doit être attaché à des actes criminels commis en vue de la réalisation des objectifs des associations de type mafieux. Le fait doit être relié à la mafia. Une deuxième limite, une deuxième condition objective, mais qui est une limite temporelle, est celle selon laquelle la victime doit être décédée ou blessée après le 1er janvier 1967. Ce qui implique que toutes les victimes qui sont décédées avant cette limite temporelle ne pourront pas se voir reconnaître le statut de victime et leurs familles ne pourront pas bénéficier des avantages que je viens de mentionner. C'est un combat de beaucoup de familles de victimes, puisque les premières victimes remontent à bien avant 1967. On a des premières victimes déjà, avant même l'unité d'Italie, mais ça, on ne les comptabilise pas parce que, bon, pour des raisons administratives. Mais par exemple, dans les années entre 80 et 50, on a Placido Rizzordo, qui est un exemple assez connu de victime de la mafia, ou encore Niccolò Azzorti, qui avait 2 enfants en bas âge lorsqu'il est décédé. Ces enfants n'ont pas eu le droit ni aux bourses d'études, ni à tous les avantages sociaux. Donc c'est une première limite qu'on peut identifier dans le dispositif italien. Ensuite, pour les conditions subjectives, cette fois-ci, bon, il faut c'est une condition qui revient en fait à prouver l'innocence de la victime, c'est-à-dire il faut être totalement, que ce soit la victime ou la personne qui demande l'octroi de ses bénéfices, doit être totalement étranger aux milieux et relations criminelles ou doit être déjà dissocié des milieux et relations criminelles auxquels il avait participé. Cela implique également que la personne ne doit pas faire l'objet d'une procédure pour l'un des délits visés à l'article 51, alinéa 3 bis du Code de procédure pénale, un long article qui contient plein d'autres infractions, dont l'association de type mafieux. Et cette personne ne doit pas non plus avoir de lien avec des personnes faisant l'objet de mesures de prévention. Les mesures de prévention, c'est par exemple la confiscation préventive. Et ne doit pas non plus avoir de lien avec des personnes qui sont mises en cause pour les délits contenus dans l'article 51, alinéa 3 bis. Jusqu'à il y a très très récemment, c'est-à-dire jusqu'à mai 2024, toute personne qui avait jusqu'au 4e degré de parenté un proche impliqué dans la mafia se voyait automatiquement refuser le statut de victime de la mafia. Prenons l'exemple, par exemple, d'une victime dont l'arrière-grand-père serait mafieux. Cette victime n'aurait aucun lien avec son arrière-grand-père, n'aurait aucun contact avec lui, aucune connaissance en commun, c'est-à-dire ne vivrait même pas dans la même ville. Jusqu'en mai 2024, cette victime ne pouvait pas se voir reconnaître le statut de victime. Elle ne pouvait pas se voir reconnaître ce statut de victime et ne pouvait pas se voir octroyer tous ses avantages. C'est une exclusion qui est très rigide, qui ne prend pas du tout en considération les cas, les situations personnelles de chacune des personnes, et donc qui a été abrogée puisque jugée illégitime par la Cour constitutionnelle italienne en mai 2024. Donc désormais, on aura
on n'a pas encore le décret d'application ni une circulaire. Euh, on estime que l'appréciation de ces liens avec des personnes impliquées se fera au cas par cas et qu'elle se focalisera probablement sur le noyau familial. Là encore, c'est un petit peu à double tranchant, puisqu'il y a eu des cas où la simple présence sur les lieux du crime suffisait à exclure la personne du dispositif enfin, à exclure la personne du dispositif de prise en charge et à lui refuser la reconnaissance du statut de victime. C'est le cas, par exemple, d'Antonio Landieri, qui était un jeune homme de 25 ans, qui était handicapé. Il vivait à Scampi, près de Naples, et il était en train de jouer au baby-foot avec ses amis lorsqu'a éclaté une fusillade entre camps rivaux. Il a tenté de fuir, mais ne pouvant pas courir à cause de son handicap, il est décédé sur le coup, criblé de balles. La police a considéré que sa présence sur les lieux des crimes était, signifiait qu'il était impliqué d'une manière ou d'une autre avec la guerre des clans. Il a fallu 10 ans à sa famille pour prouver le contraire. Donc on voit bien que l'appréciation de ces liens est parfois floue et parfois très rigide. Ensuite, la procédure d'obtention. Je vais passer très rapidement parce que c'est pas très intéressant et c'est très bureaucratique. Il faut simplement que la demande soit envoyée, enfin, c'est une procédure en ligne qui passe par l'intermédiaire du préfet. Et par contre, quelque chose qu'il faut retenir là encore, c'est qu'il y a un délai pour déposer la demande. Un délai qui est de 10 ans maximum après les faits. Donc la famille d'une victime ne peut pas ne peut pas demander la reconnaissance de statut ni obtenir tous ces bénéfices lorsque les faits sont intervenus 10 ans auparavant, enfin plus de 10 ans auparavant. Là encore, on voit bien que ce délai est très restrictif parce que, au vu en fait des temps judiciaires, des temps du procès, de l'établissement de la vérité judiciaire, c'est parfois les temps qui sont extrêmement peu réalistes. Et un deuxième délai, c'est celui de 4 mois maximum après que le jugement soit devenu définitif. Encore une fois, il faut que la famille soit au courant qu'il y ait ce délai et que ça existe. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a un manque d'information des familles des victimes qui fait que parfois elles perdent, enfin les droits d'accès à ce statut sont prescrits. La deuxième étape, c'est l'examen préfectoral. Donc le préfet va émettre une certification préfectorale, donc il va acquérir toute la documentation nécessaire et il va valider le statut de victime ainsi que toute la validation initiale du versement des prestations. Il a 180 jours pour donner une réponse. Ce délai peut être suspendu s'il doit vérifier acquérir d'autres documents. Et ensuite, la transmission à l'administration compétente, là encore, ça dépend de la victime. Si la victime est civile, ça va au ministère de l'Intérieur, à la Direction des libertés civiles et de l'immigration. Si la victime est un magistrat, ça va au ministère de la Justice. Et enfin, on a une décision finale, donc un décret ministériel. S'il est favorable, le versement des prestations intervient dans les 90 jours. Il faut rappeler tout de même, et là c'est important, que même si le versement des prestations n'est pas dépendant du procès pénal, d'une condamnation pénale, il faut quand même qu'il y ait un décret decreto di archiviazione, donc ordonnance de non-lieu, c'est-à-dire que dans l'ordonnance de non-lieu, le juge doit établir le lien entre la commission de l'infraction et la mafia. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'ordonnance de non-lieu, donc si l'enquête n'a même pas abouti à une ordonnance de non-lieu, la famille de la victime ne peut pas demander la reconnaissance du statut de victime. Il y a vraiment une interdépendance entre ce qui se passe au niveau de l'enquête et au niveau judiciaire et la procédure bureaucratique et administrative. Donc ça, c'est assez important parce que si le lien avec la mafia n'a pas pu être établi par le juge au moment de l'ordonnance de non-lieu, eh bien, toute la procédure est bloquée. Il y a aussi, donc, si le décret ministériel est un décret de refus d'octroi des avantages,
il y a une possibilité de faire appel devant le tribunal administratif ou devant le président de la République. Nous passons ensuite, dernière partie, à l'indemnisation des victimes de la mafia et de leurs familles. Donc c'est un petit peu plus simple, c'est simplement, ça existe également en France, un fonds d'indemnisation. C'est un fonds qui a été créé en 1999, qui s'appelait le Fondo di Rotazione. Et en 2011, il a été unifié avec les fonds qui existaient déjà pour les demandes d'extorsion et d'usure. Depuis 2016, ce fonds permet également d'indemniser les victimes de crimes intentionnels violents et depuis 2018, les victimes de crimes domestiques également. Il y a là encore des conditions pour avoir accès à ce fonds unifié. Il faut tout d'abord être reconnu, victime dans un procès, mais également avoir donc subi un préjudice qui soit pécuniaire, matériel, physique ou moral, qui a été reconnu dans une condamnation prononcée contre une personne accusée des délits visés à l'article 416 bis, donc association de type mafieux, et c'est une condition pour obtenir l'indemnisation. Et l'indemnisation, en fait, c'est en fonction des dommages tels qu'ils ont été identifiés et quantifiés dans la condamnation pénale. Donc là encore, il y a une limite temporelle, c'est-à-dire que le jugement définitif doit avoir été rendu après le 30 septembre 1982. C'est une limitation qui, là encore, s'explique par des raisons peut-être économiques, mais qui exclut beaucoup de familles victimes du dispositif d'indemnisation par le fonds. Une première condition objective concerne donc les personnes physiques. Il faut que le crime soit l'un des crimes visés par l'article 416 bis, donc association de type mafieux, ou en tout cas des infractions qui facilitent les activités mafieuses. Pour les parents survivants, pour tous les proches survivants, il faut qu'ils aient subi un préjudice lié à l'infraction et qu'ils se soient constitués partie civile. Préjudice moral, bien évidemment, de la perte d'un proche. Et enfin, pour les personnes morales, là c'est une petite particularité italienne, les personnes morales, donc les associations, les organismes, peuvent se constituer civils pour se faire rembourser, enfin peuvent demander l'accès au fonds pour se faire rembourser les frais engagés, frais de justice. Une petite particularité qui a été introduite plus récemment, c'est que ces associations, ces organismes doivent être engagés dans des activités de lutte contre le phénomène mafieux. Pour ce qui est des conditions subjectives, la victime et les demandeurs doivent être étrangers à l'infraction, donc aucun lien criminel démontré. Et bien évidemment, il faut qu'à leur rencontre, il n'y ait aucune condamnation, aucune procédure pénale ou mesure préventive émise à leur rencontre. Et une troisième condition, il faut bien évidemment bien évidemment, je ne sais pas si ça paraît logique, mais il faut que le condamné, l'auteur des faits, ne soit pas en mesure de rembourser. Soit parce qu'il est insolvable, soit parce qu'il ne rembourse pas, parce qu'on n'a pas accès à ses avoirs. Et c'est qu'à cette condition que les familles des victimes et les victimes peuvent demander l'accès au fonds. Pour ce qui est du fonctionnement, c'est un comité donc, qui siège au ministère de l'Intérieur. Il y a 2 commissions, une pour l'extorsion et pour l'usure, une pour les délits mafieux et les crimes intentionnels violents. Le rôle du comité, c'est tout simplement d'indemniser les victimes à hauteur des dommages tels qu'ils ont été identifiés dans les condamnations et de couvrir les frais de justice et les honoraires des parties civiles. Quelques chiffres sur ce fonds. En 2023, il y a eu 672 demandes d'accès au fonds qui ont été présentées par les victimes de crimes mafieux. 607 ont été acceptées, tandis que 178 ont été rejetées. Au total, 29,5 millions d'euros ont été accordés aux victimes de la mafia, sur un total de 34,5 millions de fonds alloués par le fonds, d'euros alloués par le fonds. Donc on voit bien qu'il y a quand même une grande majorité de ces fonds qui vont vers les victimes de la mafia. Et plus de 90% de ces demandes continuent à provenir des 4 régions les plus exposées, enfin traditionnellement les plus exposées au phénomène mafieux: la Sicile, la Campanie, la Calabre et les Pouilles. En Sicile, on a quand même 66% des demandes qui proviennent de là-bas, et seulement pour Palerme, 325. Donc c'est-à-dire à peu près la moitié des demandes proviennent de Palerme, seule, de la seule ville de Palerme. Et enfin,
ce qui est intéressant aussi de remarquer, c'est que presque la moitié des demandes d'accès aux fonds proviennent d'organismes et d'associations, donc de personnes morales. La dernière partie de cette vidéo, de cette réunion, donc j'ai cherché à identifier les limites du modèle italien, enfin en fonction aussi des récits que j'ai pu avoir et des échanges. Les premières limitations, je pense que vous l'aurez compris, c'est surtout des limites temporelles. Donc les prestations ne peuvent pas être versées pour des faits criminels qui soient survenus après le 1er janvier 1967. Et il y a un délai de prescription qui est de 10 ans après les faits, 4 mois après le jugement définitif. Pour l'indemnisation, c'est un petit peu la même chose, sauf que le délai, enfin le jugement définitif doit avoir été rendu après le 30 septembre 1982. Donc c'est des limitations temporelles qui sont très strictes et donc qui excluent de fait de nombreuses victimes et leurs familles des dispositifs d'accompagnement, de prise en charge et d'indemnisation. Une deuxième limite, c'est le traitement différencié entre les différentes catégories de victimes. Il y a un traitement différencié des victimes de la mafia, du terrorisme et du devoir. Tous n'ont pas les mêmes droits, n'ont pas accès aux mêmes prestations. Et encore, enfin, pour ce qui est des victimes qui ne font pas partie de ces catégories-là, c'est encore plus marquant. C'est-à-dire que l'écart est encore plus accentué du fait que la législation soit moins protectrice pour les autres catégories de victimes. Et enfin, la dernière limite, c'est que jusqu'à très récemment, il y avait quand même une exclusion automatique lorsque la personne avait des liens avec des proches impliqués jusqu'au 4e degré. Donc c'est quand même, enfin ça conduit à l'élimination, à l'exclusion de beaucoup de personnes du dispositif de reconnaissance du statut de victime. Et c'était un combat que Libera et de nombreuses familles de victimes avaient mené, qu'ils l'ont obtenu, mais pendant des dizaines et des dizaines d'années, ça a quand même conduit voilà, à l'exclusion de beaucoup de personnes et des personnes qui auraient pu bénéficier de ces prestations et qui en auraient eu besoin. Voilà, j'espère que cette cette réunion n'a pas été très longue. Je vous remercie pour votre écoute. Et maintenant, je vais tâcher de répondre à des questions. Si vous en avez, je vais répondre au mieux. Je vais faire de mon mieux. Et puis, je vous laisse aussi partager vos impressions, vos interrogations. Voilà, place à la discussion. Je vais enlever mon partage d'écran. Jolan, je te laisse prendre le lead, mais on interrompt l'enregistrement, hein, comme on avait dit. Ouais, ça marche. Bah, écoute, Comme ça, on merci gardera un beaucoup. fichier. Voilà.